Regardez CCTV, rapidement voici le sommaire de votre magazine. L'ONU qui charge la MONUSCO à pouvoir aider en vue de la bonne tenue des élections. La résolution est tombée hier. Non seulement il s'agit du renouvellement du mandat de la MONUSCO, mais aussi du renforcement de celui-ci. Autre actualité ce matin, les calendriers légaux de l'Assemblée nationale pour cette session de mars, des matières sur les partenariats publics et privés, et tout comme la loi sur la répartition des sièges, mais également la loi organique sur la Banque centrale du Congo. Hollywood, la série se poursuit après Tubala à la primature, c'est la vice-primature âgée Teto Matembo, un drôle de nom franchement. Nous a vraiment servi avec ces images sur les réseaux sociaux, des combats, des bagarres au ministère des Affaires étrangères. On va tenter de revenir sur cette question au cours de cette émission. Voilà donc le menu de votre magazine. On ne va pas non plus oublier Kapika qui jusque-là a du mal à convaincre les tenanciers des usines de panification. Les pains les prix n'ont pas baissé. Et pourquoi tout ce mouvement de Kapika dans toutes ces industries de panification? Peut-être pour récupérer certains pains. Je dis peut-être, je ne le confirme pas. Alors puisque cette émission kiosque a aussi la mission pédagogique, on a amené certains morceaux de pain ici sur ce plateau pour vous. Vous allez voir comment pédagogiquement nous allons vous faire observer que les prix n'ont pas baissé. Les prix gardent encore sa position. On a ici ce que les Kinois appellent les pains carrés, même s'il est rectangulaire. Et ce que les Kinois appellent ici Kanga journée, qui en fait la baguette, ne fait pas la journée, la baguette. Merci à vous, chers téléspectateurs, mais aussi auditeurs. Les grands retours sur ce plateau de kiosque d'Éric Tchoukouma. J'ai eu le temps de l'annoncer hier. Il est patron du ZoomEco.net, ZoomEco, qui nous gratifie des informations avec une spécialité, pour ne pas dire une spécificité sur l'économie en Afrique, au Congo, tout comme dans le monde. Éric, bonjour, bienvenue. Bonjour Serge. À un moment, j'ai tenté de vous appeler vers 15h, ça ne passait pas, et même j'ai eu des problèmes avec les réalisateurs qui tentaient de vous appeler, ça ne passait pas. J'étais à Abidjan. Oui. Merci d'abord pour l'invitation. J'étais à Abidjan, je participais à Africa CEO Forum. Sachez que c'est un grand rendez-vous international des opérateurs économiques, des grands patrons africains. Et le thème de cette année, c'était champion africain, la transformation oblige. Donc, il faut aller maintenant vers la transformation dans tous les secteurs privés, en accord avec les pays. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui est en pleine mutation. L'Afrique bouge et les opérateurs économiques du secteur privé sont en train de faire changer, faire évoluer les pays où ils évoluent, où ils travaillent de manière efficace. Donc la République démocratique du Congo, qui a été presque absente dans ces grands rendez-vous économiques des décideurs, où les grands deals se font, où les grands marchés s'est conclu entre les opérateurs économiques, parce que le pays ne peut pas évoluer, ou un secteur privé ne peut pas évoluer en vase clos, dans un contexte où les entreprises se mondialisent. Donc vous voyez aujourd'hui, nous sommes en train de consommer du chinois ici, les États-Unis consomment du chinois, ce n'est pas pour rien, et la République démocratique du Congo offre quoi à ses voisins ici en Afrique, tout ça, il faut en parler. Il faudrait que des opérateurs économiques pensent comment exporter l'insafou, comment exporter la chikwang, parce que c'est des denrées qui sont aussi demandées ailleurs. Très bien. Dès Abidjan, vous avez fait Ndjili, maison et maison kiosque. Justement, parce que c'est quand même l'invitation de Serge, donc on ne peut pas ne pas vous le refuser. Merci beaucoup pour ce honneur. À 2h du matin déjà, j'avais lu votre message sur WhatsApp pour me dire que vous veniez d'atterrir à l'aéroport d'Ndjili. Très bien. Mais est-ce qu'en Abidjan, vous avez vu certaines têtes passantes de l'économie congolaise à ces assises? Oui, mais c'est vraiment une poignée de main. C'est à compter au bout de doigts. Hein. Donc ce n'était pas plus de 10, je précise bien, pas plus de 10 Congolais. Et parmi le jeune Congolais qui avait, j'ai vu Joe Mumpundo de Sodeiko Manpower, j'ai vu Yvonne de, comment ça s'appelle encore,
bon, j'ai oublié le nom. Il y a Yvonne, il y a Joe. Il y a Joe, il y avait Michel Losembe qui est venu pour le compte de sa société Makeba LTD. Il y avait monsieur Kaniki François de Bolloré Logistique. Et voilà. Et puis j'étais le seul journaliste congolais à pouvoir participer à... Apparemment, les Westaf sont plus avancés dans cette histoire que nous en Afrique centrale. Bien sûr, parce que ils s'organisent et ils travaillent. Ils sont déjà dans une zone économique qui est unique et ils se déploient. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques et même des start-up. Je vous dis, par exemple, il y a un Ivoirien qui a mis en place un système d'internet qui fonctionne grâce à la lumière. Et sachez que la Côte d'Ivoire qui est en train de développer un projet d'électrifier tout le village qui compte 500 habitants, va profiter de cette occasion pour booster ces jeunes Ivoiriens qui a mis en place cette procédé-là, de sorte que tout le village qui auront l'électricité puissent avoir la connexion Internet de manière permanente. Imaginez que avec cette connectivité, ça va faire avancer les choses. Merci beaucoup, Eric Tchoukouma de Zoumenko. Merci. Pas des somnolents sur le plateau. Je sais que vous avez fait un long voyage. Non, pas du tout, ça va. Merci beaucoup. Allez, Gabi Kouba Bekanga, N Ressources. Bonjour Gabi. Bonjour Serge. Bienvenue. C'est vrai qu'on va parler de ces projets de transfert de la rivière Oubangui vers le lac Tchad. Oui. Mais regardez ces débats que Eric nous amène, ces débats que les Westaf veulent nous imposer, des débats sur l'évolution économique, sur la transformation économique, l'évolution technologique. Ici, chez nous, c'est les débats, c'est quoi? Oh non, Flori Kabang et Numbi, ouvrez une action judiciaire, une information judiciaire. C'est la nationalité des capteurs qui force sur moi. Les uns avancent, nous on est dans des questions de nationalité. Voilà, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai participé à cette émission pour deux raisons. La principale raison, d'abord, je suis en train de rédiger un ouvrage qui va bientôt paraître sous les éditions L'Harmattan. Le titre de l'ouvrage, c'est « Pourquoi sommes-nous tombés si bas ?» Et la deuxième raison de mon absence, c'est aussi le mois de la femme, parce que vous avez cédé l'émission à Gisèle pendant un moment. Alors, nous attendions la fin du mois de la femme. Alors, vous posez la question, pourquoi le procureur Kabangé? Mais Luzolo, il est en contact permanent avec Luzolo au quotidien. On lui amène tous les dossiers. Il n'ouvre jamais une information judiciaire sur les dossiers de corruption, de détournement des deniers publics. Mais pour une question de nationalité, il estime qu'aujourd'hui, la voie est ouverte pour écarter Katumbi parce que c'était l'affaire des mercenaires qui n'a pas payé, il n'y avait pas de preuves. Après, c'était... Est-ce que les débats chez nous, ça nous aide à avancer comme ça nous rabaisse les fonds? Ça nous rabaisse. Pourquoi les Ouest-Africains avancent? J'ai vu par exemple au Nigeria. Vous savez que le Nigeria est la première puissance économique de l'Afrique devant l'Afrique du Sud. Devant l'Afrique du Sud. Et le Nigeria, sur des milliardaires qui comptent l'Afrique, le Nigeria occupe la première place. Et des milliardaires nigérians, par exemple, financent des start-up, ces entreprises qui sont très dynamiques, dirigées par les jeunes pour résoudre tant soit peu les problèmes du chômage. Ils créent des emplois, ils participent à la vitalité économique de leur pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays aussi qui avance. Vous avez les Ghana, par exemple, qui avancent. Même ici, non loin de chez nous. Le Rwanda, par exemple, vous avez des start-up qui sont soutenus. Mais chez nous, on ne soutient pas. Si vous allez, par exemple, moi-même, l'expérience que j'ai, on dit, vous pouvez créer votre entreprise dans 3 jours. Mais si vous allez au guichet unique, vous n'allez jamais créer votre entreprise dans 3 mois. Vous n'obtiendrez pas tous les documents. Bien au contraire, quand vous allez avec un projet auprès des services de l'État, on multiplie des obstacles. On croit que vous avez l'argent à distribuer à ces fonctionnaires de l'État qui travaillent là-bas. Donc ça ne permet pas aux initiatives privées de bien marcher. Très bien, merci beaucoup. Belle tenue, il ne faut pas usurper la tenue du présentateur. Non, ça c'est une vieille tenue, mais elle n'est pas si belle que la tienne. Merci beaucoup. La mienne est signée Zico Création, la semaine des Zico, du lundi au vendredi. Voici les titres des journaux. Eric, je vais revenir à vous. Candidature du Palou à la présidentielle. Mouzitou prend acte de la volonté des Gizenga, mais ces cadres historiques du parti scantenaire précisent qu'il serait dans l'obligation de prendre ses responsabilités au cas où sa formation ne s'assumerait pas pour la magistrature suprême. Nationalité italienne de Katumbi. Les PGR passent à l'acte. Le parquet général de la République ouvre une information judiciaire à charge de l'ancien gouverneur du Katanga. Congo Nouveau de Simon Bofunga écrit
Acquisition d'une concession à Gombe, main noire de Deo Gracias Mutombo pour sauver l'image du gouvernement. Joseph Kokonyangi, destitution exigée. Allez, business, finance, enquête, chef d'entreprise, ils veulent prendre davantage la parole. RD Congo, le rôle du casque bleu renforcé en vue d'une élection cruciale. UDPS, tentative désespérée des Tchibala de bloquer les congrès. Kapika persiste et signe, les prix de pain restent à leur niveau initial. Les vrais modérateurs, dénonciation d'un allié, Bahati Lukwebo monte un coup contre la majorité présidentielle. Je vais terminer par l'avenir de Pius Mwabilumba Yomukala. Assemblée nationale, les députés adoptent le calendrier de la session. Est-ce qu'on peut parler d'abord du pain? Les pains, ce que les peuples attendent de nous, c'est les pains, disait Patrice Emery Lumumba. Sur votre site ce matin, vous parlez de cette question liée à la hausse ou à la baisse du prix de pain. Ça, c'est les pains qu'on appelle communément baguettes. Ça, c'est les pains qu'on appelle communément les pains carrés. Mais le prix n'a pas baissé. Ça se vend à 300 francs et ça se vend à 400 francs. Vous avez traité la question malgré toutes les répétitions du ministre Kapika dans les différentes usines des panifications. Bien sûr. Ces pains appelés communément Kanga Journée oui. n'avaient pas cette volume ou ces volumes au départ. Les grammages ici. Le grammage de ces pains au départ n'était pas celui-ci. Quand Ouera a fait la publicité pour la première fois. Les Quinois s'en souviennent. Et s'il est arrivé à ces volumes, à ces grammages, il y a des questions qu'il faudrait poser au gouvernement congolais. Et c'est très important. Simplement parce que vous réalisez depuis 48 heures que le ministre d'État Joseph Kapika est en train de parler, mais sa décision est boycottée, bypassée par le boulanger. Simplement parce que le gouvernement a failli dans la réglementation de ces secteurs. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, qu'avons-nous fait des boulangeries qui fonctionnaient dans nos quartiers? Aujourd'hui, il n'y en a plus. Simplement parce que, avec l'arrivée de ces industriels, ils ont parvenu à cannibaliser, c'est-à-dire à réduire à néant l'activité de boulanger qui alimentait les quartiers. Dans votre quartier, certainement, il y avait des boulangeries. Oui, à Kintambo. À Kintambo. Oui, oui. Mais est-ce que ces boulangeries fonctionnent encore? Non, non, non. Pas du tout. Donc, le gouvernement n'a pas réussi, d'un côté, à régulariser, à réguler le secteur, et de l'autre côté, à structurer la tarification. Et pourtant, on a les FPI pour booster ces PME. Justement, les FPI c'est pas pour rien qu'ils font l'argent là-bas. FPI a passé son temps à donner de l'argent à des gens comme à des ministres, des membres du gouvernement, des acteurs politiques comme Kokonyangi, qui n'a jamais restitué le 500 000, pratiquement les 500 000 $ qu'il a emprunté pour une usine une usine d'eau potable dans le Maniema. Donc, alors que le FPI devait concentrer son action pour promouvoir l'industrie artisanale de pain, par exemple, ici à Kinshasa, ça n'a pas été fait. D'autre part, la structuration du prix du pain. Voilà. Il est d'une obligation pour les opérateurs de panification d'informer au gouvernement le prix ou l'augmentation, toute augmentation de pain. Mais cela n'a pas été fait. Le ministre Kapika l'a déploré. Mais pourquoi? Il faut s'interroger. Voilà. Pourquoi le ministre leur rappelle leur obligation, mais ceux-là ne veulent pas s'exécuter? Il faut se poser la question. Ça signifie quoi? Et tout ça, c'est un problème. Les droits de consommateurs sont violés systématiquement dans ce pays. Simplement parce que les Quinois ne savent pas revendiquer leurs droits. Savez-vous que pour qu'une entreprise, une usine de panification comme Pain Victoire, avant d'augmenter le prix de pain, doit informer à l'opinion. Voici, à partir de tel jour, nous allons augmenter le prix du pain, parce que nous avons telle raison. Cela n'a pas été fait.
Et cela n'a jamais été respecté dans ce pays. question. Ça vaut aussi pour le télécom, ça vaut aussi pour tous les autres secteurs de la vie nationale. Et là, c'est un problème. Et moi, je résume en disant qu'il s'agit d'un problème de gouvernance. Et ces problèmes de gouvernance doivent être réglés. Un problème d'homme, un problème de gouvernance. Alors, le ministre qui fait des va-et-vient, il a annoncé la mesure. D'abord, il avait réuni tardivement ses boulangers. Il annonce la mesure. Hier, les prix n'ont pas baissé. Et lui-même, il fait les déplacements jusqu'à Pain-Victoire. Il est rentré aussi, semble-t-il, selon les mamans, je ne confirme pas. Avec un sachet de saucisses. Un sachet de saucisses et des pains. On ne sait pas s'il y avait aussi une enveloppe kaki. C'est difficile. Mais ce matin, le prix reste intact. Ça voudrait dire quoi? On n'a pas un État qui sécurise, on n'a pas un État qui agit. Et dans ces, je ne sais pas s'il faut parler en termes des bras de fer, qui va gagner? C'est un bras de fer, c'est un bras de fer exactement, parce que lui dit au boulanger, voilà, baissez le prix, et eux ils disent, nous ne baissons pas parce que on estime que les paramètres de notre structure de prix ont changé et nous devons augmenter le prix. Donc le prix du pain. Et le ministre est en ce moment dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Imaginez un cas de figure. Incapacité ou impossibilité? Bon, ça va de soi, ça va de soi, parce que nous ne voyons pas, il n'a aucun pouvoir, pas de marge de manœuvre suffisante pour contraindre ces opérateurs économiques, quand bien même il est en train de parler, à moins qu'il passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aller sceller les usines, par exemple Pain-Victoire, qui refusent de baisser le prix. Mais est-ce que il en a la compétence? Ça, c'est encore un autre problème. Imaginons dans ces cas de figure de bras de fer, qu'est-ce que le boulanger vont faire si aujourd'hui ou demain, ils prenaient la décision de fermer? Parce que certains ont déjà fermé. Le ministre Kapika d'hier, après avoir fait sa ronde, certains ont fermé, certains ont refusé de baisser le prix. Et il les a interpellés, il les a encore convoqués à son bureau pour leur passer le même message. Et ce matin, Serge, vous avez acheté ce pain à 300 francs congolais. Et celui-là à 400 francs. 400 francs. Donc c'est pour dire que c'est les statu quo. Nous allons boycotter la décision du ministre. Que vaut la décision d'un membre du gouvernement aujourd'hui avec tout ça? C'est des questions qu'il faut s'interroger. Bonne question. Je prends cette question, je vous la pose à vous. Oui. Que vaut la décision d'un membre du gouvernement, d'un ministre d'État face à un boulanger? Et quelle est, la deuxième question, notre responsabilité à nous, la responsabilité de nos mamans à nous? Nous pouvons aussi faire pression, par exemple, en disant, on décrète 2 journées sans Pain-Victoire ou 2 journées sans pain d'or que personne n'achète, comme ça, et même vont fabriquer des pains qui vont rester dans leurs magasins. Oui, ce qui fait la forteresse des dirigeants, c'est aussi l'inertie du peuple. Je vais commencer par la deuxième question. Nous sommes dans un pays où l'opinion publique n'existe presque pas, parce que c'est une question vitale pour la nation. Si l'opinion s'est élevée, il y a augmentation des prix. Il est civil forte. L'association, par exemple, des consommateurs du Congo, bon, ne se saisit pas des dossiers, on se contente seulement des simples déclarations à travers les médias qui ne produisent pas d'effet. Vous voyez qu'à ce niveau-là, ça n'amène pas le gouvernement à agir en faveur de la population, parce que le gouvernement n'est pas sous pression. Mais je peux vous dire humblement que Kapika a encore la chance. Quelle vaut sa décision? Mais sa décision ne vaut absolument rien. Qu'est-ce qu'il représente? Savez-vous que depuis 2000, il a encore la chance, c'est parce qu'il ne s'est fait pas encore bastonné par un commerçant indien ou libanais, qu'il pose la question à l'un de ses prédécesseurs, Jean-Pierre Nemoyato Bagebole, tout simplement pour avoir vérifié les prix auprès d'un Chinois. Il s'est fait tabasser. Le deuxième ministre... Le deuxième ministre qui a été tabassé, c'est le ministre de la Santé, l'ex-ministre de la Santé, qui encore... Flori Kabagnolong. Ils ont tous le nom du Kabagnolong. Par les Indiens. Il s'est fait tabasser à l'hôpital du Cinquantenaire. Je pense que Kapika a encore la chance de ne pas se faire tabasser par les autorités économiques. C'est un ancien combattant. Non, mais un ancien combattant. Il va répliquer. Mais maintenant, toute la théorie qui nous enseignait à l'UDPS, aujourd'hui, il doit l'appliquer au sein du gouvernement. Que vaut la décision de ce ministre? La décision du ministre ne vaut rien. La caravane passe et le chien aboie. Vous savez qu'il a convoqué récemment les opérateurs du secteur pétrolier pour leur demander de ne pas augmenter les prix. Après, il est revenu sur sa décision 2 ou 3 fois et puis l'augmentation. Mais les gens n'en parlaient pas. Même le prix de transport.
on sectionne aujourd'hui les trajets avec le système qu'on appelle communément à Kinshasa le demi-terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a eu augmentation du prix du litre à la pompe. Alors les taximens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu que ce soit un trajet qui va de la gare centrale jusqu'à Kitambo Magasin, ça fait gare centrale et Batetela et puis Batetela, deuxième. Donc au lieu de payer par exemple 700 francs ou 500 francs, vous payez 1000 francs. Donc ça fait le double. Il n'a résolu aucun problème. Et il disait que ça n'allait pas influer, l'augmentation du prix du carburant n'allait pas influer sur le prix du transport. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Or, je reviens sur des questions. Augmentation. Il faut parler de pain. C'est important. Vous regardez, vous avez parlé du grammage au départ. Même le pain qu'on achetait à 200 francs. Ici, il y a plusieurs matières qui entrent en ligne de compte dans la fabrication du pain. Il y a aussi les produits comme les levures et autres, le sel et autres. Et quand vous regardez ce pain, en réalité, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de contenu. C'est tout simplement, on l'a tout simplement soufflé sous forme d'un ballon d'air. Donc, l'augmentation de 50%, est-ce que ça répond, cette augmentation est proportionnelle à ce que les opérateurs du secteur devraient faire? La RDC n'est pas un pays qui produit le blé. Le blé vient de l'Égypte, vient des États-Unis, vient de l'Australie. Mais les ministres lui-même avouent que ces gens amènent ça d'une manière. Ils amènent des importations. Ils amènent des importations. Mais à qui revient la raison? Voilà pourquoi je vous dis que la décision du ministre est nulle et non effet. Des importations frauduleuses. Mais les ministres avec tous les services de l'État que vous voyez dans les frontières, ils font quoi? Ils jouent quel rôle? Leur problème, c'est aussi de combattre contre la fraude. Parce que pourquoi l'État doit taxer certains produits trop chers? L'État taxe pour protéger l'industrie locale. Si la RDC était productrice, par exemple, de blé, on allait taxer trop cher pour qu'on consomme ce qui est produit localement. Maintenant, parce que ça dépend des importations. Les importations, l'État aussi doit détaxer, par exemple, certains produits pour demander à ce qu'il ait beaucoup d'importations. Mais dans ces cas, dans un cas comme dans l'autre, le gouvernement n'a pas réussi. Mais je crains fort que... si le ministre de l'économie parle des entrées frauduleuses et des farines de blé, les blés et d'autres produits qui participent à la fabrication du pain. Mais vous pouvez lui poser la question, il a été à Kassombale, il a été un peu partout. Ça ne sert à rien de faire des déclarations à la télé, de convoquer les opérateurs au bureau, alors que vous n'avez pas de solutions concrètes à proposer. Quelles sont les garanties? Vous parlez aussi des boulangeries qui ont existé dans nos quartiers. Aujourd'hui, avec le déficit énergétique criant, il y a des boulangeries qui fonctionnent aujourd'hui avec du bois. Et vous voyez que c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir une boulangerie dans les quartiers parce qu'il n'y a pas d'électricité. Deux petites questions avant que Eric ne reprenne la parole. Je crains fort que si ces boulangers acceptent aujourd'hui d'exécuter cette décision du gouvernement, qu'on puisse encore davantage... il faut baisser le grammage. Encore les grammages. Ah oui, mais ça, c'est des 1. Et de 2, comment vous expliquez que les ministres Kapika qui réunissent ces expats, ils leur donnent les injonctions, ils n'exécutent pas, et le lendemain, c'est les mêmes prix, et les ministres restent les ministres, et ces gens-là restent des boulangers. Comment vous expliquez ça? Bon, cela traduit l'absence même de l'État. Un ministre, imaginez, vous êtes un commerçant congolais, vous évoluez en Chine. Vous prenez une décision, le gouvernement chinois prend une décision et un opérateur économique congolais vous dit à un ministre chinois qu'il ne peut pas se soumettre à cette décision. Quel est le pouvoir que ces ministres a face à ces hommes d'affaires? Ils n'ont aucun pouvoir. Maintenant, je reviens sur la question que vous m'aviez posée. Il y a une question qui concerne le devenir de toute une nation, mais on n'en parlait pas assez. Les gens sont souvent dans des combines politiques, mais on ne sait pas que le pouvoir, vous pouvez l'avoir, mais avec des mains ligotées, vous ne pouvez rien faire. La question Trans-Agua, je travaille sur cette question Trans-Agua. Les transfèrements des eaux du fleuve, du bassin. Vous voulez qu'on en parle un peu à la fin de l'émission? J'ai réservé 3 minutes pour ça. Éric Tchikouma, je me rappelle encore, quand le Premier ministre avait pris la parole, Tchibala, à l'investiture, il avait plusieurs missions, 2 ou 3. Il dit d'abord la première mission, élection, les sociales des Congolais, transformer les sociales, la sécurité des personnes et des biens. La sécurité des personnes et des biens. Maintenant, je suis dans les sociales, les gens devraient bien manger. Ça, c'est Tchibala, quelqu'un d'élu de PES, quelqu'un qui soufflait à l'oreille de Tshisekedi. C'est ça maintenant là.
C'est ça, les sociales. Ça même, augmente ou ça baisse? le même Premier ministre nous a promis de baisser le taux de dollar à 1000 francs congolais. Ouais. Donc jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu le taux baisser à ces niveaux-là. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre une chose en rapport avec ces dossiers relatifs au pain, que le gouvernement congolais a failli dans sa politique de promotion de l'industrie congolaise de panification. Ça, c'est une réalité. Comme dans plusieurs autres secteurs. Comme dans plusieurs autres secteurs. Mais aujourd'hui, nous parlons spécialement de ces secteurs de panification. Donc, quelle est la politique qu'elle a mise en place ou que le gouvernement congolais a mise en place pour promouvoir les petites et moyennes industries congolaises qui travaillent dans ces secteurs? Imaginez aujourd'hui que Pain Victoire, parce que nous dépendons tous aujourd'hui de ces grands boulangers, que Pain Victoire fermé 2 jours, 3 jours, qu'est-ce qui va se passer à Kinshasa? Parce que le pain reste une denrée alimentaire la plus consommée ici à Kinshasa. Imaginez. Malgré que parfois on a nyongo. Imaginez que... Alors, il n'est pas normal, donc on ne cesse de le dire, que le ministre d'État puisse prendre une décision et que cette décision ne soit pas exécutée. Ça, c'est un grand Merci problème. beaucoup, on peut se limiter là pour aujourd'hui. Hein. Même temps d'antenne, vous récupérez. Oui. Chadari fait la tournée pour mobiliser ce qui est normal. Il semble que la levée de la mesure d'interdiction de manifestation a été déjà chose faite. Mais il semble qu'on lui a posé une question hier à l'IMCA sur cette histoire de pain. Chadari a répondu. Il y a une consoeur, je crois, de RTV5 qui a tweeté sur ça. Tokoye Bisabango li paye kita. Mais lui, Bon, Chadari qui n'est pas au gouvernement, bon, son parti pilote le gouvernement, il y a beaucoup de ministres, mais un ministre qui est au gouvernement a du mal à faire passer thèse, mais Chadari répond. Est-ce que pendant la campagne aussi, on va leur poser la question sur ces histoires ici? mais je me pose la question, la majorité présidentielle actuelle va battre la campagne sur quoi? Autour de quel thème? Vous avez lamentablement échoué pendant 10 ans. Mais voilà, un ministre, le responsable d'un parti politique qui s'adresse à la foule, aux citoyens congolais ou à ses militants, il leur dit que Tokoye Sabango, il paye Kita. Mais le ministre de l'économie, il est chez lui au bureau. Il convoque les opérateurs, il va même sur les terrains. Rien ne change. Que peut faire le responsable d'un parti politique comme Chadari face à cette situation? Il n'a aucune réponse à apporter. Attendez, est-ce que les PPRD ou soit les MLC ne peuvent pas mobiliser contre cette hausse du prix? Mais je crois que les partis politiques pour manifester ont un rôle à jouer. Les partis politiques, ce n'est pas seulement pour accéder au pouvoir. Parce que quand vous accédez au pouvoir, vous devez avoir des responsabilités à assumer. Mais ce sont des questions comme ça. Parce que pourquoi vous voulez prendre le pouvoir? Parce que vous voulez donner du pain aux Congolais. Merci mais beaucoup. si vous prenez le pouvoir et que vous ne donnez pas du pain aux Congolais, à quoi sert votre pouvoir? Je voudrais on va juste placer un mot. Oui. Demander aux Quinois de se mobiliser tous contre cette décision des boulangers d'augmenter le prix du pain. Parce que le gouvernement congolais a l'obligation de faire respecter la loi. Ces boulangers n'ont pas respecté la loi et le gouvernement, à travers le ministre d'État Joseph Kapika, a le droit de veiller à ce que le Congolais puisse avoir accès à ces pains à un prix raisonnable. Merci beaucoup. Cela ne profite pas simplement aux opérateurs économiques. Il n'y a pas que des opposants qui mangent ces pains. C'est vrai que ça fait longtemps que Tchibala a mangé ces pains. Il ne mange plus ça. Même Kapika aussi, bon, la dernière fois il a vu ces pains, c'était hier. Quand il ne connaît plus les prix. Il posait même la question, ça c'est quel pain encore? Oui, mais c'est le pain au lait acheté dans le... Même ces pains de supermarché. Sauf que pour Kapika et Tchibala, ils ne sentent pas le prix lorsqu'ils vont au supermarché. Déjà avec tous les avantages que l'État leur donne, ils ne peuvent pas s'intéresser au prix du pain. Merci beaucoup, Gabi Kouba. Mais je voudrais ajouter un mot par rapport à ce qu'Éric a dit. Il ne faut pas seulement voir les côtés des opérateurs économiques. Lorsque Kapika vous dit que les produits, les blés par exemple, entrent frauduleusement, demandez à Kapika qui dirige le ministère de l'économie, de déployer ces services pour que les produits n'entrent plus frauduleusement. Merci beaucoup. Mais il faut aussi voir des facilités. Pourquoi on accorde des facilités aux hommes d'affaires? Les facilités aux zones d'affaires, c'est pour leur demander... Allez, on va aller à l'Assemblée nationale. L'adoption du calendrier, mais il y a beaucoup de matière. Hein. Adoption du calendrier, on parle de la loi sur le code... comment ça s'appelle la loi sur la Banque centrale, la loi sur les partenariats publics et privés. Bon,
ya ko biloko ok non ya ka kota na champ il a direct ya ka ko zoa kene non pesa ba to pendo ba 600. Merci beaucoup. Alors, il y a le Kondo qui prend la parole pour demander ce que vous appelez les correctifs budgétaires. Parce qu'il semble que le coût des matières premières a augmenté, surtout les cobalt. Le gouvernement devait revenir parce que c'est important que les budgets puissent être un peu rectifiés. D'accord ou pas d'accord? Ah oui, je peux être d'accord avec la proposition de Lokondo, mais maintenant il faut voir l'attitude du gouvernement. D'abord, même le même Kapika ici, lorsqu'il y avait des discussions sur les codes miniers, il promettait à l'ensemble de la nation qu'avec la promulgation du code minier de décembre au mois de mai, les revenus de l'État augmenteraient sensiblement. Mais comme il avait promis devant l'Assemblée nationale et devant la nation, aujourd'hui il est devant ses responsabilités. Donc c'est tous les gouvernements qui doivent revenir, parce que quand il y a chute des prix des matières premières sur les marchés internationaux, la principale, crise des matières premières, crise sur les marchés internationaux. Donc c'est discours traditionnel. Mais maintenant qu'il y a augmentation, il y a un béni des cours des métaux sur les marchés. Donc ça devrait d'ailleurs être une initiative gouvernementale. En 2015, le cobalt, la tonne du cobalt, c'était 27 000 $. Aujourd'hui nous sommes à 85. L'once d'or était tombée jusqu'à 500. Aujourd'hui, nous sommes à près de 1400 $. La tonne du cuivre était jusqu'à 3800. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 7000. Donc, il faut que le gouvernement, parce que d'ailleurs, c'est l'argument du gouvernement que le pays est tributaire de la production minière. Mais parce que le pays est tributaire de la production minière, nous subissons le choc exogène pendant la chute des cours. Maintenant qu'il y a embelli sur les points internationaux, nous voulons sentir réellement à quoi sert la production du cuivre. Allez, autre matière, rapidement, on va aller trop vite, hein, mais pas dans la précipitation. La loi sur les partenariats publics-privés, soit on laisse ces partenariats publics-privés à Eric, et vous prenez la loi, par exemple, sur la Banque centrale et la loi sur les manifestations publiques. Oui, d'abord la loi sur les manifestations publiques a été déjà déposée au bureau du président de la République pour promulgation. Mais maintenant, le président Kabila a estimé qu'il y a des points sur lesquels il n'est pas d'accord avec l'Assemblée nationale. Il a renvoyé la loi au niveau du Parlement pour une relecture. Quels sont ces points qui gênent le président Kabila dès lors que l'Assemblée nationale avait déjà... Qui gênent la Constitution ou bien qui gênent le président de la République? Qui gênent le président de la République ou bien qui violent les dispositions de la Constitution pour que la loi soit renvoyée au niveau de l'Assemblée nationale. La Banque centrale. Vous voyez la manière avec laquelle la Banque centrale évolue depuis des années. Il y a des députés qui se sont penchés sur la question, tout comme d'autres experts indépendants, même au sein du gouvernement. À un certain moment, Matata a été même à couteau tiré avec Massangou autour de la Banque centrale du Congo. Les gens ne le disent pas. Elle jouit de l'autonomie de gestion. Oui, mais c'est un établissement qui appartient à l'État. Vous ne pouvez pas jouir de l'autonomie et être à l'écart, évoluer comme un électron libre pendant que vous êtes une institution qui appartient au gouvernement de la République. Et vous vous rappelez que Gizenga à l'époque avait demandé un audit systématique au niveau de la Banque centrale du Congo avec Massangou. Les gens n'en parlaient pas assez. C'est l'une des raisons qui a précipité le départ de Gizenga du gouvernement. Pourquoi? Parce que la Banque centrale estime que, mais si vous parlez de l'autonomie financière, pourquoi le gouverneur de la Banque centrale estime qu'il n'a des comptes à rendre qu'au président de la République et non au chef du gouvernement et non au ministre des Finances? Très bien, je vais revenir à vous. Et puis cette banque centrale doit être recapitalisée. Voilà. Depuis jusqu'à c'est un sérieux problème. La loi organique. Donc ce n'est pas correct. C'est que la Banque centrale c'est considéré comme une institution privée qui doit évoluer de façon indépendante, qui n'a pas de comptes à rendre au gouvernement de la République. Très bien. C'est très important. Les partenariats publics et privés, mais pendant ce temps, hein, on ne sait pas si la loi organique, dans la loi sur la répartition des sièges va passer. On attend le toilettage de la CENI et ça va passer par le gouvernement, répartition des sièges. Exactement, ça va passer par le gouvernement pour aller au Parlement et le plus tôt possible. Je pense que comme la matière est inscrite à l'ordre du jour de cette session, elle sera débattue et adoptée à temps pour que le chef de l'État puisse la promulguer. Mais je m'aimerais placer un mot à propos du collectif budgétaire. Je pense que nous suivons tous l'évolution de la conjoncture économique de notre pays depuis janvier et le ministre des Finances a fait un compte rendu sur l'évaluation de cette conjoncture économique au dernier Conseil de ministres. Les perspectives sont meilleures. Démontrer que la situation est stable.
et que beaucoup d'efforts ont été fournis, chiffres à l'appui, hein, puisque vous savez, nous qui croquons les chiffres, lorsque les chiffres entrent dans les cosmos, personne ne peut le tronquer. La réalité est là, les faits sont là, les chiffres sont clairs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a maintenu une situation stable du point de vue des finances publiques. Alors, pourquoi nous devons passer par ces collectifs budgétaires? C'est ça la question. Simplement parce que le budget tel qu'élaboré, les indicateurs du cadrage macroéconomique de ces budgets ont été faits avec de réalités qui ne sont pas actuelles aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que nous devons passer par ces collectifs parce que nous ne pouvons pas continuer à faire des excédents budgétaires alors que ce n'était pas prévu au départ, alors que nous bénéficions de la conjoncture qui fait en sorte que le recette puisse rentrer, la conjoncture internationale favorable avec nos minerais, qui font assez que beaucoup de recettes puissent rentrer du secteur minier. Donc il est très important que ces collectifs budgétaires soient faits. Alors, l'économie, c'est pas vraiment mon dada. J'aimerais que nous puissions mettre un peu une cuillerée de politique dans cette dose économique. Comment vous expliquez que tout un gouvernement se réunit et constate qu'il y a une embellie économique sur le plan international, mais ne sait pas dire ouvertement lors de la conclusion du Conseil des ministres que le gouvernement attend faire les collectifs budgétaires? Ils ne le disent pas. Pourquoi? Un. Et de deux, si ce collectif budgétaire n'est pas effectif, cet argent-là qui sera dégagé, qui va le récupérer et ça va servir à quoi? Non, les excédents restent. Les excédents restent. On risque pas de les détourner. Non, parce que tout est chiffré. Il y a des rapports de la Banque centrale qui sont publiés chaque mois. Le comité de politique monétaire fait une évaluation mensuelle parallèlement à l'évaluation que le gouvernement a l'habitude de faire chaque mois. Et ces excédents budgétaires ne vont pas être utilisés comme ça. Et ça doit servir à quelque chose. Parce que le budget est une loi. Le budget est une loi qui doit être respectée. Alors, comment expliquer que pour des postes de budget qui n'ont pas été prévus dans le budget, que vous puissiez prendre les excédents budgétaires et que vous affectez à cela? Alors là, c'est là où... C'est la raison pour laquelle nous devons faire ces collectifs budgétaires pour recadrer le chose. Très bien. Alors, c'est là où on attend Lissanga à l'œuvre. Lui qui est ministre d'État après le Parlement, et aussi la volonté du président de l'Assemblée et du bureau de l'Assemblée de pouvoir demander au gouvernement d'amener ces collectifs budgétaires. Exactement. Puisque vous regardez, par exemple, je prends le cas du taux d'échange. Il a été prévu cette année un taux moyen d'échange qui tournerait autour de 1813. 1813, le taux d'échange. L'inflation à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, c'était à 1900 quelque chose. Mais depuis le 1er janvier, nous tournons autour de 1630. Ça varie, 1600, 1630. C'est stable. Vous voyez, donc, c'est difficile. Et par rapport au mois prochain, il n'y a aucune perspective d'augmentation du taux d'échange. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais ou la Banque centrale a atteint le milliard de dollars en termes de réserve de change et c'est suffisant pour l'instant pour soutenir le fonds congolais sur le marché de change. Avant de passer au dernier thème de l'émission, Gabi, est-ce qu'on peut parler maintenant de cette question des codes miniers? Non, pas le règlement minier. Le règlement minier. Oui. C'est vrai qu'on a ces booms, cette sorte, on vous appelez ça comment? Le boom minier. Le boom minier. Minier. Oui. Mais on dit, il faut maintenant traiter au cas par cas. Est-ce que ces règlements miniers devraient avoir comme soubassement le code minier ou bien les règlements miniers peuvent aller, comme on dit, outre-petite ou bien au-delà du code minier? En réalité, le règlement minier, c'est un document annexe. Vous voyez que même la commission qui est constituée aujourd'hui, le gouvernement, les opérateurs, les activistes de la société civile et qui travaillent sur ces règlements miniers ne peuvent pas remplacer la volonté de l'Assemblée, du Parlement qui a voté les codes miniers. Le ministre Kabouloulou d'ailleurs a été très clair, le règlement minier doit être rédigé selon l'esprit du code et non en dehors du code. Le cas par cas, par exemple, nulle part dans les codes promulgués récemment où j'ai vu un article
article, une disposition qui prévoit le traitement des dossiers au cas par cas. Mais donc, quand le chef demande ça, c'est-à-dire quoi? Oui. Il est dans le code minier ou il est en dehors du Mais maintenant, code il faut voir la réalité. La loi, oui, parce que les gens disaient, bon, ce n'est pas parce que les matières premières ont augmenté qu'il faut nécessairement réviser la loi. Les jours où la tonne du cobalt va atteindre 200 000 $, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore réviser la loi? Le problème n'est pas là. Il faut avoir une vision claire. Comment vous gérez le secteur? C'est ça le vrai problème. Parce que le règlement minier aujourd'hui, il est conçu parce qu'on va examiner les dossiers au cas par cas. Mais maintenant, est-ce que c'est conformément un arrangement particulier? En réalité, c'est un document annexe des mesures d'application qui vont accompagner les codes miniers. Le règlement minier ne peut pas aller à l'encontre de la loi. La loi prime sur ces règlements miniers. Alors, puisque c'est si expliquant cela, est-ce que la loi de 2002, c'est la loi de 2002, hein, le code minier, de 2002. De 2002, après son vote ou sa promulgation, il a été également demandé aux opérateurs miniers de revenir au cas par cas. Est-ce que ça ne frise pas la production, ça? Le code de 2002 n'avait pas prévu cela. Le code de 2002 a prévu une clause de stabilité de 10 ans. C'est-à-dire qu'à dater d'une révision du code minier, il fallait attendre 10 ans pour que la révision touchant la clause de stabilité, la fiscalité minière, puisse entrer en vigueur. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que si, comme par exemple, on vient de promulguer le code de 2018, de 2010, ces nouveaux codes, il faut attendre 2028 pour que les dispositions intangibles puissent entrer en vigueur. Donc 2028, c'est ce que prévoyait le code de 2002 en cas de changement. Vous voyez? Alors, donc aujourd'hui, nous sommes dans un cas où les miniers ont déploré la clause de stabilité. Ils ont voulu assez que la clause de stabilité de 10 ans soit maintenue à partir de cette révision. Ils voudraient à ce que la fiscalité minière qui a été revue à la hausse, notamment la redevance minière, avec la redevance minière revue à la hausse, et puis l'innovation des super profits, les taxes sur le super profit. Donc ils ont déploré cela. Alors, si au terme de la rencontre avec le chef de l'État, il a été convenu que ces questions puissent trouver solution dans le règlement minier, c'était déjà biaisé à partir de cela. Donc c'est pas faisable. Ce n'est pas faisable tant que le règlement minier ne peut pas réintégrer la clause de stabilité de 10 ans, même de 5 ans. Aboli par l'actuel code. Aboli par l'actuel code, le code qui est une loi qui est déjà en vigueur. Merci. La clause, disons, le règlement minier ne peut pas non plus revoir le taux de la redevance minière. Mais puisque vous le savez, comment le président de la République ne peut pas le savoir? Mais il est fait pour la consommation extérieure, pour embrouiller ces opérateurs miniers, ou bien les opérateurs miniers qui étaient en face du chef de l'État n'étaient pas n'importe qui. C'était des CEO, c'était des patrons. Imaginez si c'était des Congolais qui étaient représentés, qui avaient représenté leurs entreprises respectives à cette réunion, tous ces Congolais seraient virés parce que les patrons finalement n'allait pas admettre que cela soit le cas. Madame, Monsieur, vous regardez kiosque 4 minutes pour la fin de l'émission. Il nous reste le dernier point, c'est les renouvellements, je dirais mieux, les renforcements du mandat de la MONUSCO, avant que je ne donne 20 secondes à Gabi pour parler de ses projets sur la rivière Ubangui, les transferts au niveau du lac Tchad. Eric Tchikouma, la MONUSCO, vous connaissez la position du gouvernement. Le gouvernement avait pensé un plan, comment il a appelé, de redimensionnement de la MONUSCO, et le gouvernement ne voulait pas que la MONUSCO mette son nez dans ce qui concerne les élections, qui pour notre gouvernement relevait d'une question de souveraineté. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une gifle que le gouvernement vient de recevoir. Vous avez d'ailleurs, je ne sais pas si vous suivez les réactions de Chio Kitundu de Piloni. Le Conseil de sécurité charge même les patrons du secrétaire général pour prévoir un plan de contingence en cas de crise, et de deux, il faudrait que la MONUSCO puisse accompagner le processus pour que celui-ci soit inclusif, pour que celui-ci soit transparent. Ce n'est pas une nouveauté. Voilà. Ce n'est pas une nouveauté. Nous avons connu 2 cycles électoraux dans ce pays et la MONUSCO a joué un rôle important.
il ne faudrait pas aujourd'hui remettre en cause la capacité d'appui de la MONUSCO dans l'organisation des élections ou dans un processus électoral. Donc aujourd'hui, j'ai suivi Ignace Gata qui disait normalement il fallait que la question d'appui soit reléguée au dernier plan dans la décision, dans la résolution. Mais cela importe peu parce que toutes sont des priorités. On ne dit pas que, peu importe la position, on ne dit pas que pour travailler sur la 5e résolution, il faut d'abord passer par la première, la deuxième. Non, toutes les résolutions s'exécutent de manière simultanée. Alors, je ne vois pas pourquoi l'appui de la MONUSCO, qui aujourd'hui est suffisamment déployé, qui a une logistique suffisamment déployée à travers le pays et qui a toujours travaillé pour la paix, même entre acteurs politiques. Souvenez-vous, en 2006, après les élections, ou même avant les élections, le conflit qu'il y a eu entre l'opposition Bemba-Kabila, tout ça. En 2011, Tshisekedi était là avec Joseph Kabila, et ainsi de suite. Donc, la MONUSCO est investie d'un mandat, qui va jouer un rôle important dans le processus électoral. Il ne faudrait pas que on se voile la face. Et puis, deuxièmement, cela ne veut pas dire que la MONUSCO doit apporter l'argent pour financer les élections. Parce que le gouvernement a dit que les élections doivent être financées de manière souveraine. Et ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui manque de moyens. Et ça, je l'ai toujours dit. Même si c'était à 1,3 milliard, 1,6 milliard, l'État congolais a de moyens pour... Alors, quand l'ONU charge le secrétaire général des Nations Unies pour préparer un plan de contingence, l'ONU craint des troubles ou bien l'ONU soupçonne une volonté? Les troubles peuvent arriver. Imaginez aujourd'hui avec la décrispation politique, des partis politiques qui ont été dédoublés. Voilà. Le G7 par exemple n'a pas trouvé de solution. Le MSR, le leader c'est en procès aujourd'hui. Ben voilà, tout ça c'est des problèmes. Et même la liste qui a été déposée au niveau de la CENI par le ministre de l'Intérieur, mais cette liste-là est sujette à controverse, simplement parce que il est interdit, c'est la loi sur le parti politique qui interdit à ce que deux partis politiques puissent avoir porté le même nom, le même emblème, tout ça. Donc ce n'est pas du tout sérieux. Merci beaucoup Eric Tchikouma pour cette belle prestation sur Kiosque. Alors, premier fait, c'est que c'est une résolution française de plus de 20 pages, votée à l'unanimité par les 15 membres. La Chine, semble-t-il, on nous vante ici que la Chine est proche du régime, on nous vante ici que la Russie était proche du régime. Tous ces pays-là, semble-t-il, qui ont des coopérations économiques, win-win avec Kinshasa, ont voté, ils n'ont même pas imposé leur veto. Je n'aime pas ces concepts de coopération win-win entre la RDC et les pays. Il n'y a pas de win-win. Donc tout dépend des rapports de force et tout est question d'intérêt. Il ne faut pas demander à la MONUSCO de faire la guerre à la place des Congolais. La réforme, par exemple, de l'armée nationale. Si vous demandez, parce que Kabila a demandé, il y a peu le redimensionnement des troupes et de la MONUSCO. Mais la réforme de l'armée a produit quel résultat à l'intérieur du pays? Ça fait plus de 10 ans qu'on réforme. La loi programmatique, par exemple, sur l'armée, que Charles Mwando Simba avait présenté à l'époque, en 2010, quand il fut ministre de la Défense, a produit quel résultat? Des brigades qui ont été formées par-ci, par-là, ont produit quel résultat? On dit, bon, question de sécurité, la MONUSCO, c'est toujours la même rhétorique au niveau des Nations Unies. Protection des civils, les situations sécuritaires, même la brigade d'intervention qu'on a déployé avec les Tanzaniens ici en 2013. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des résultats? Regardez comment les Tanzaniens sont morts. Et je parle de cette question de l'armée. Pourquoi les casques bleus tanzaniens sont morts? Parce qu'ils se sont présentés, les assaillants qui avaient attaqué la MONUSCO, sous prétexte que les agents, les FARDC vont s'approvisionner auprès de la MONUSCO pour magie. Alors, ça frise en tout cas la colère à ce niveau. Pendant 10 ans, 15 ans, vous n'avez pas pu réformer l'armée, assurer votre propre sécurité. Pourquoi vous demandez aux Nations Unies
de faire la sécurité. Donc c'est une résolution sans surprise comme moi, ça ne me surprend pas, la MONUSCO fait son travail. Mais en ce qui concerne les élections, on dit bon, sur le plan sécuritaire, oui, nous sommes d'accord, il faut que la MONUSCO renforce son rôle sur ces plans. Mais en ce qui concerne l'appui aux élections, on dit non, c'est une question de souveraineté nationale. Mais Kwango, à Popo Kabaka, ici, l'année dernière, ce n'est pas la MONUSCO qui a déployé le matériel pour l'inscription des élections sur la liste. Nous faisons partie des Nations Unies. Kwango, c'est presque la ville de Kinshasa, c'est le prolongement de la ville de Kinshasa. Les projets quoi, Transafrique? Les projets avec la rivière Ubangi? Oh oui, c'est le projet de transfèrement des eaux du bassin du Congo vers les lacs Tchad. Et ce projet, on assiste à une sorte de la loi de l'omerta de la part du gouvernement congolais. On n'en parlait pas assez. Il y a même un mémo qui a été adressé au gouvernement congolais pour demander la fermeture du bureau de la CICOS, Commission internationale pour les bassins du Congo, Bangui et Sanga. Ce projet fait miroiter à la République démocratique du Congo, parce que certaines personnes se comportent comme des prébendiers, des milliards de dollars. Mais le projet ne sera pas financé par le Tchad. Le Tchad lui-même a deux principaux bailleurs de fonds, qui sont le Tchad a des problèmes économiques graves. Un pays incapable. Ils ont fait des coupes sur le salaire des agents. Un pays incapable de payer ses fonctionnaires, ou encore la bourse des étudiants. Comment le Tchad peut financer un projet de plus de 15 milliards de dollars. Donc, c'est de la poudre aux yeux qu'on ne se laisse pas tromper. Malheureusement, sur ce point, on ne voit pas on ne voit pas les Congolais. Les politiques congolais. La parole. Lors des discussions qui se sont tenues récemment à Abuja, c'est un expert indépendant, un ancien mandataire de la Régie des eaux, M. François Kalolé, qui a représenté la République démocratique du Congo. Quel est son poids? Or, Déby dit ceci. Idriss Déby, le président tchadien. Les pays des bassins du lac Tchad, c'est le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et le Niger. Ces pays sont des pays où les gens sont faméliques. Le Tchad, le président tchadien vous dit ceci, de gré ou de force, le vouloir ou pas, les eaux du fleuve Congo seront transférées vers... Si Mobutu était là, Déby pouvait dire des choses comme ça à Mobutu. Voilà. Maintenant, vous envoyez un expert indépendant pour représenter tout un pays. Quel est son poids par rapport... Si Mobutu était ici, Déby pouvait dire des choses comme ça. L'exécutif s'est prononcé sur cette question. Et non seulement les transfèrements des eaux, parce que le Tchad dit, ça ne sera pas partie de la... C'est terminé. Serge, je voudrais Éric Tchikouma. passer un mot. Oui. En rapport, c'est une question à laquelle je n'ai pas répondu, vous n'avez pas répondu, c'est sur le partenariat public et privé. Cette loi est très importante et nous encourageons l'Assemblée nationale et le Sénat à l'adopter le plus tôt possible pour sécuriser les investissements étrangers. À cela, j'ajoute... Ça fait partie des climats des affaires aussi. Justement, à cela, j'ajoute le projet de loi INGA. C'est très important. Ce projet a été adopté au niveau du Conseil de ministres dernièrement et il est impérieux qu'il soit inscrit à l'ordre du jour de cette session. C'est 13 milliards de dollars qui seront investis dans le cadre de ces projets pour la construction de INGA. Merci Donc c'est très important que les investissements qui viendront des étrangers pour la construction du barrage d'Inga soient sécurisés dans le cadre de cette loi pour laquelle la Banque mondiale a même claqué la porte dans le cadre de ces projets parce que simplement l'ADPI a été constitué, créé et on a nommé des animateurs qui sont rattachés à la présidence de la République. Avant même la mise en place de la structure. Avant même l'adoption de la loi qui devrait créer l'ADPI et la loi sur INGA qui va sécuriser les investissements étrangers qui viendront. Très bien. Nous avons la vocation d'éclairer la... Nous avons la vocation d'éclairer la... Non, mais là, c'était un acte ayant force de loi qui est une ordonnance présidentielle qui avait été prise, mais cela n'a pas pour autant sécurisé la confiance de la Banque mondiale. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On n'a pas eu le temps de parler de cette bagarre à l'Assemblée, au ministère des Affaires étrangères. Le Koulouna gouvernemental. Actuellement, c'est partout. Les Koulouna dans les cabinets ministériels actuellement. Mais on dit qu'un porte-parole a dit que toutes les bagarres là sont pacifiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La bagarre a déjà été pacifique. La bagarre de la primature était pacifique. Oui, celle du ministère des Affaires étrangères. C'est la honte. C'est vraiment une honte. Toutes les bagarres sont pacifiques. Pour la République. Et ces genres d'actes doivent être sanctionnés sévèrement pour qu'ils ne puissent pas
Le procureur va ouvrir une Non, là le procureur était en train de dormir encore. Il n'est pas informé de ça. Il attend Jeune Afrique pour s'en occuper. Allez, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Madame et messieurs, c'était Eric Chikouma sur ce plateau de kiosque de Yamoussoukro. Non, pas Yamoussoukro. D'Abidjan, par Ndjili, Maison et plateau kiosque. Eric, vous allez quand même vous reposer. Hein? Vous allez quand même vous reposer. C'est important, les sommets. Merci à Gabi, cher Gabi. 9h30, demain, on ne nous a pas encore communiqué le nom des invités. On va peut-être nous les communiquer après. Au revoir et restez donc branchés sous les antennes de votre magazine. Au revoir.